quand j'ai été pris dans les bras d'Ama, je suis rentré en contact avec ma mère qui était décédée plusieurs années auparavant. C'est pas que c'est mieux, c'est juste que ça vient conforter cette idée que Oui. décidément, après la mort, il y a bel et bien quelque chose. Il n'y a pas de réponse parce qu'il n'y a pas de question. À un moment, j'ai commencé à me poser la question, à savoir si, en augmentant autant, si ça continue à augmenter, est-ce que j'allais pas finalement me désintégrer d'une certaine manière, y avoir des mémoires transgénérationnelles, c'est-à-dire une forme de loyauté à un mode de fonctionnement de l'arbre généalogique. Il peut y avoir des mémoires de ce qui a été vécu dans l'intra-utérin au moment de la naissance. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Gaïa Méditation TV. Je suis Stéphane. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle émission avec un fabuleux invité. Mais avant de le recevoir, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire et à cliquer sur la petite cloche pour vous tenir informé de nos nouvelles publications. Alors, notre invité du jour, il est praticien en kinésiologie intégrative, il est formateur, conférencier, auteur et globalement, c'est un explorateur de la conscience. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Jocelyn Huet. Salut Jocelyn. Salut Stéphane, merci pour cette introduction et merci de m'accueillir sur Gaïa Méditation TV. Je suis très heureux d'être là et je me sens honoré aussi parce que votre projet est assez formidable à toi et donc à tes 4 compagnons, les frères. Donc ravi d'être là, merci Stéphane. Merci d'avoir accepté cette invitation, Jocelyn. Alors, comme je le disais, tu es praticien en kinésiologie intégrative, mais en tout un tas d'autres choses, hein. Tu as été formé à beaucoup, beaucoup d'autres choses. On va en parler, mais tu es aussi auteur. Alors, je montre directement, voilà, ton livre, ton magnifique livre, hein, que j'ai adoré lire, Un autre regard sur soi, préface de Jocelyn Morisson, aux éditions Très Daniel. Donc, la méthode inédite pour se découvrir et s'ouvrir à de nouvelles potentialités. Donc voilà, un magnifique livre, une cartographie de l'être. Je pense que voilà, c'est la somme un petit peu de tout ce que tu as pu découvrir, hein, tout au long de ces années à travers ton parcours, tes expériences. J'ai adoré aussi ce côté aventure au début, où c'est l'aventure de la vie, où tu t'aperçois que tu as des conditionnements, et puis il y a certains événements, des déclencheurs qui vont te permettre de finalement de mieux t'orienter, hein. Je pense que tu sais pas exactement où tu vas, mais c'est vraiment le voyage du héros. Donc ouais, j'ai adoré ce truc. On aurait pu carrément faire un film parce que tu voyages sur les 5 continents. Voilà, tu as été en Inde, tu as été en Thaïlande, en Chine, et j'en passe, hein. Alors, en Amérique du Sud aussi, au Pérou. Alors, déjà, avant de commencer, comment t'étais quand t'étais petit, en fait, Jocelyn? Alors, t'as des frères et sœurs, hein, il me semble. Comment t'étais, en fait? Est-ce que t'étais quelqu'un qui était déjà ouvert sur le monde de l'invisible? Comment t'étais globalement? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, t'as ressenti cette envie d'un peu plus de liberté quelque part? Alors quand j'étais enfant, oui, à un certain niveau, il y avait déjà une ouverture. Il y avait déjà une forme d'hypersensibilité, on va dire. Bon, j'en parle un peu dans le livre de cette hypersensibilité, à savoir que je pense qu'on est tous hypersensibles, sauf qu'on a tous mis plus ou moins, tu vois, des carapaces ou un peu des barrières justement. Mais donc il y avait cette forme d'ouverture. Donc je suis le 4e enfant d'une fratrie, donc le dernier est 4e. Donc trouver sa place, c'était pas forcément évident, tu vois. Et toi, tu parlais de l'aventure du héros. Bon, je retirerais bien le mot héros parce que il y a un côté qui me correspond pas, mais le côté aventure, oui, parce que je crois que peut-être que ce qui a joué là-dedans, justement, c'était le fait d'avoir un petit peu du mal à trouver sa place. Tu sais, quand tu arrives 4e dans une fratrie, en tout cas pour moi, il y avait déjà un peu les différentes fonctions premières, on va dire, qui étaient occupées. Donc trouver sa place, ça a été un peu un sujet, donc potentiellement que ça m'a amené à vivre ces diverses expériences, tel effectivement un aventurier en fait qui cherche à savoir qu'est-ce qui lui plaît et qu'est-ce qui lui plaît pas. Donc quand j'étais enfant, j'étais effectivement assez ouvert, hypersensible, et puis j'avais une façon j'avais un peu comme l'impression de alors
J'avais un peu comme l'impression, je sais pas trop comment, enfin si aujourd'hui j'utilise un vocabulaire qui est un petit peu pioché à droite à gauche parce que je m'aperçois finalement qu'aujourd'hui il y a pas mal de personnes qui découvrent qu'ils étaient comme ça quand ils étaient jeunes. Je crois que j'avais l'impression de vivre dans un monde qui était doté d'une forme de dissonance. Tu vois, c'est un petit peu comme s'il y avait deux musiques superposées en quelque part. Et dans ce monde un peu dissonant, eh ben, je trouvais que c'était un petit peu comme si j'avais l'impression que les gens, ils se mentaient à eux-mêmes. Et en fait, dans le livre, j'en parle un petit peu de ça, et j'aime bien cette image, en fait. Je pense qu'à l'intérieur de nous, il y a comme deux formes d'entités principales. Et on aurait l'âme et la personnalité. Et la personnalité, bah, c'est un petit peu celle qui est un peu constamment en friction, tu vois, qui est voilà, qui est un petit peu engluée dans ses blessures, etc., etc., et donc qui a un filtre de la réalité qui est assez restreint. Et l'âme, pour moi, c'est quelque chose qui est un petit peu plus large, qui est quand même un petit peu plus dans l'amour, dans la vulnérabilité, tu vois, dans l'accessibilité, qui voilà. Et en fait, ben parfois les deux ne jouent pas exactement la même musique, tu vois. Et je pense que c'est ça que j'entendais en fait. C'est plutôt quelque chose que je ressentais, que je reconnaissais aussi dans les comportements. Et donc c'était marrant cet univers-là parce que en fait, t'arrives dans une fratrie où t'as l'impression que tous les postes sont déjà pris. Et Mhm. quand tu es en relation avec les autres, t'as l'impression qu'il y a plusieurs messages qui se disent, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai envie de rebondir sur l'histoire de l'aventurier parce que je pense que il y a vraiment quelque chose comme ça dans l'une de mes co-personnalités. Tu sais, j'en parle aussi dans le livre des Mhm. co-personnalités qui est certainement dans la pole position. C'est vrai que j'aime bien l'aventure, j'aime bien découvrir, je suis quelqu'un d'assez curieux. Donc les voyages à ce niveau-là, ça m'a quand même pas mal rassasié, quoi. Ah oui. Donc effectivement, des voyages, j'en ai fait pas mal. Le premier, c'était en Inde. Et je devais avoir quelque chose comme autour de 20 ans. Et c'était un voyage que je voulais faire depuis que j'étais pré-ado, certainement, tu vois. Mhm. Et quand je suis allé en Inde, bah, effectivement, ça a été une forme de révélation, mais ce sont pas des révélations, des prises de conscience qui sont uniquement mentales, tu vois. C'est comme s'il y avait une forme de reconnaissance cellulaire en quelque part. Mhm. Il y a quelque chose qui non pas te dit, bon, t'as déjà vécu en Inde dans une autre vie. Il y a quelque chose qui est comme reconnu dans cet espace intuitif qu'il était possible de voir les choses différemment. Parce que quand je suis allé en Inde, venant de la France, où j'avais quand même relativement peu voyagé, je me suis aperçu qu'effectivement, sur la même planète, dans le même espace-temps, il était possible d'aborder la vie d'une manière complètement différente. Mais tu vois, juste ça, ça a été vraiment Mhm. une forme de révélation, quoi. Ça fait du bien parce que tu sens qu'à l'intérieur de toi, il y a comme quelque chose qui le savait. Donc le fait que ça Mhm. puisse être actualisé dans l'expérience, waouh, ça fait un bien de dingue. Et donc ça induit une Oui. forme d'ouverture en quelque part, quoi. Donc Ouais. l'aventurier est rassasié. L'aventurier à la recherche de on ne sait pas quoi, mais finalement, au bout du compte, il y a quand même des choses qui s'ouvrent à toi. Alors, pour revenir, pas revenir, et même pour rebondir à ce que tu disais, donc tu as été en Inde, mais il s'est passé quand même quelque chose aussi de particulier en France. C'était l'Inde qui est venue à toi à travers Ça, cette personne que représente Hamas. C'était au Zénith de Toulon. Il y avait d'accord. 3000 personnes. C'était là-bas Ouais. avec un ami, il me semble. Et tu Ouais. racontes ça dans ton livre. Est-ce que tu veux bien nous raconter cette expérience particulière où il y a eu voilà une expérience mystique et puis un message du ciel qui t'a quelque part mis un petit peu bah, du baume au cœur et puis qui t'a permis d'avoir une sorte de tremplin vers toute ton exploration future, j'imagine. Est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de tout ça? Bah oui, oui, je peux en parler, effectivement. Mais j'ai envie de rebondir sur tes mots parce que je trouve qu'ils sont pleins de justesse, finalement, Stéphane. Enfin, pas finalement, ils sont pleins de justesse. Mais tu sais, l'aventurier qui cherche quelque chose et il sait pas trop quoi. Mhm. Et tu vois, je pense que c'est un petit peu ça, en fait, la quête de l'aventurier, c'est juste de vivre des aventures sans se dire que potentiellement il va y avoir une destination finale. Donc, pour revenir sur l'expérience de Hama, parce que je peux souvent faire des digressions. Mhm. Mais cette expérience avec Hama, effectivement, c'est donc Hama, c'est une femme qui, je pense, est quand même pas mal connue à travers le monde. En tout cas, c'est une femme indienne qui a un ashram et qui est connue pour les hugs. Tu vois, c'est-à-dire qu'elle prend les gens dans ses bras. Donc, elle parcourt la planète entière et tous les ans, au mois d'octobre ou novembre, elle vient en France
au Zénith de Toulon. Et donc j'ai un ami qui, avant ce week-end-là, me dit, écoute, je vais voir une femme indienne, Amar, et puis il me parle un petit peu d'elle, et en me proposant de venir. Donc je me suis dit, bah oui, l'aventurier curieux, justement, il va opter, ça me dit bien d'expérimenter ça. Et donc nous sommes allés au Zénith de Toulon, pour rencontrer cette femme. Donc c'était sur 3 jours, il y avait effectivement des milliers de personnes. Alors dans le livre, j'ai parlé de 3000, mais il pouvait certainement à des moments y en avoir plus. C'était juste pour montrer à quel point il pouvait y avoir quand même beaucoup de monde qui cherche à rencontrer cette personne. Et dans l'expérience que j'ai vécue, bah, il y a eu quelque chose d'assez fort et de complètement déroutant, puisque quand j'ai été pris dans les bras d'Ama, eh bien je suis rentré en contact avec ma mère qui était décédée plusieurs années auparavant. Donc c'est une expérience que j'ai déjà relatée. Donc sur le plan mental, on pourrait dire que ce qui était ce qui était fort, c'était tout le processus en fait, parce que en approchant de Hama, je me suis aperçu à ce moment-là que en fait cette femme n'était plus qu'un corps. C'est comme s'il n'y avait plus d'identité. Tu vois, c'est comme s'il n'y avait plus de personnalité. Et ça me fait penser vraiment au terme de canaliser. Tu vois, être un canal. Donc on utilise souvent le terme canal de lumière, mais en tout cas à cet instant-là, Ama était vraiment un canal, c'est-à-dire un réceptacle dans lequel il a pu y avoir eh bien l'énergie de ma mère qui s'est immiscée pour me donner un message. Et ce message, bon, mais il n'était pas révolutionnaire, hein, c'était pas un message qui disait bon mais Jocelyn, ta voix c'est ça. Non, c'était juste un message qui était de 3 mots et ça m'a littéralement complètement bouleversé. Et donc ce qui était intéressant, c'était de voir le processus, parce que moi vraiment ce qui m'intéresse en fait, c'est la façon dont on fonctionne. Tu vois, tous ces espèces de rouages qui vont induire notre perception de la réalité. C'est vraiment un sujet qui me passionne. Et donc là, ce que ça a vraiment mis en lumière, c'était 2 espaces très distincts, le corps et le mental. Parce que quand j'ai été en contact avec cette information, il y a eu une forme de reconnaissance cellulaire, tu vois, biologique. C'est-à-dire, en fait, je sais pas, il y a eu une grande inspiration, une forme comme si le corps se redressait, comme s'il y avait la cellule qui reconnaissait sa cellule souche, quoi, tu vois, d'une certaine manière. Et il y avait le mental qui, lui, aime bien essayer de comprendre, faire des liens de causalité pour dire ok, ça fait partie de mes concepts, donc je peux valider cette expérience. Et là, bah, pour le mental, c'était quand même tout à fait troublant parce que c'était Ama, donc une femme que je venais juste de rencontrer. C'était la voix de ma mère, ma mère qui était décédée plusieurs années auparavant, et en même temps cette évidence du corps, tu vois. Donc le mental, il dit mais attends, qu'est-ce qui se passe? Et c'est pas possible que ce soit ta mère, etc., etc. Donc c'était intéressant de voir ces 2 espaces tout à fait distincts. Et le mental m'a amené à douter un petit peu de l'expérience d'une certaine manière, malgré l'évidence de cette reconnaissance biologique, quoi. Mmh. Donc ça a été une expérience forte pour reconnaître ces mécanismes-là, mais ça a été fort aussi, bien sûr, à un autre niveau, parce que ça m'a fait prendre conscience. Parce que là, c'est au-delà de toute théorie, tu vois, c'est au-delà d'une méditation où tu connectes des espaces. C'est pas que c'est mieux, c'est juste que ça vient conforter cette idée que décidément, après la mort, il y a bel et bien quelque chose. Parce que après avoir vécu une expérience comme ça, je veux dire, la planète entière pourrait me dire, mais tu sais, Jocelyn, tu as complètement déliré. Mais je pourrais pas valider le fait que j'ai déliré, en fait, parce qu'il y a justement la biologie qui s'est mise, qui a été dans cette forme de reconnaissance. Donc sur plein de plans, ça a été enrichissant sur le fait de reconnaître les mécanismes, de voir que le mental, il est un peu lié au temps, il y a des concepts connus pour pouvoir valider. Donc ça montre à quel point, pour lui, c'est difficile de s'ouvrir à quelque chose d'autre. Ça aussi, c'est un sujet qui me passionne. Et en même temps, de valider, en tout cas dans mon système, qu'après la mort, il y a bel et bien une continuité. Et puis de valider que ma mère, en tout cas pour cette expérience, même si elle est décédée, je sens bien qu'il y a plein de moments où elle peut être à côté de moi et donc m'accompagner, tu vois, dans le ressenti, m'accompagner dans, je sais pas, des signes, des synchronicités, m'aiguiller. Et ça fait du bien à contacter et à réaliser, à intégrer d'une certaine manière, parce que
souvent on a un peu tendance à se sentir seul. Oui, Tu vois, donc pouvoir vivre des expériences où on sent que finalement, ben, on est accompagné, c'est un fait, et ben, ça fait du bien. On se oui. sent moins seul. Et donc, d'un seul coup, le prisme de la réalité, forcément, il se voit un peu chamboulé, quoi. Tu vois, il y a des paradigmes qui, en quelque part, volent en éclats, quoi. Ouais. Donc, ça a Oui, été une expérience forte un peu pour tous ces points. à travers cette expérience mystique, il y a, bah, des croyances, qui tombent, il y a la réalisation, d'un conditionnement et puis il y a aussi, une forme de sérénité qui s'installe et donc bah, tout ça, ça t'ouvre un peu plus à toi-même et puis tu racontes aussi dans le livre, il y a une autre expérience particulière à Cusco et où il y a une autre phrase qui émerge. Parce que là, on parle de conditionnement et quelque part donc voilà, tu t'aperçois de tous les schémas qu'il y a en toi et donc c'est aussi, pour ça que tu en es arrivé aussi, on va en parler, à la kinésiologie et puis toutes les pratiques que tu as pu faire par la suite. Parce que tu t'es dit: «Ah oui, je comprends qu'en fait, moi, j'ai un schéma de pensée, et qui m'empêche quelque part, d'être pleinement, dans ma pleine expression. Donc, il y a aussi, ce voyage, au Pérou et il y a une phrase que tu vas nous dire qui a émergé à l'issue de ce voyage chamanique. Est-ce que tu voudrais bien nous en parler en quelques mots, hein, de cette réalisation, en fait? Ok, merci Stéphane de poser cette question. Effectivement, je vois la phrase dont tu parles. Je pense que c'était il n'y a pas, tu vois, Jocelyn, il n'y a pas de réponse parce qu'il n'y a pas de question. Est-ce que c'est bien de ça dont on parle, Oui, oui. Stéphane? Oui, exactement, je fais référence à cette phrase qui a émergé, lors de cette, cérémonie, ce voyage chamanique. Donc, voilà. Je te laisse un petit peu nous raconter comment ça s'est Oui. passé, et comment tu en es arrivé à avoir, cette réalisation-là? Et qu'est-ce que ça t'a fait après? Qu'est-ce que ça a déclenché à l'intérieur de toi? Eh ben, je dirais que j'ai eu en quelque part la chance de vivre ce type d'expérience puisque c'était donc lors d'un voyage au Pérou. L'idée de départ, c'était d'aller parcourir les différentes merveilles du monde. Donc ça a été un peu un pile ou face, et puis c'est sorti sur le Pérou. Et en fait, au cours de ce voyage, j'ai rencontré une personne qui connaissait un chaman et qui m'avait raconté un petit peu les cérémonies qu'il avait vécues, ce qu'il avait traversé d'une certaine manière, avec les mots qui étaient les siens sur le moment, parce que les mots sont assez finalement réducteurs. Donc des fois, on utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup pour essayer de profiler une image dans l'esprit de la personne. Et donc, bah, j'ai eu l'occasion de rencontrer le chaman dont me parlait cette personne et de vivre une première cérémonie avec ce chaman. Et c'est donc lors de cette cérémonie avec ce chaman que donc ça a été une cérémonie qui m'a amené dans des espaces vibratoirement, on va dire assez hauts. Ça n'a pas été forcément le cas de toutes les autres cérémonies qui ont suivi, parce que j'ai continué par la suite, parce que je me suis dit que c'était un outil quand même très intéressant pour aller visiter des parts en soi qu'on visite assez difficilement autrement. Et donc cette phrase, elle est apparue assez simplement. En fait, on a fait une cérémonie dans un temple qu'il appelait le temple du Puma. Donc c'était à quelques kilomètres de Cusco. On a pris une voiture, un taxi. On s'est un peu, enfin moi j'avais l'impression qu'on était complètement perdu. Tu vois, Oui. dans un coin de nature complètement perdu. On voyait pas de lumière d'aucune ville. Le ciel était très ombragé. Il pleuvait. Donc on a quitté le taxi. On a pris un chemin un peu dans la brousse d'une certaine manière. On est arrivé dans ce temple du Puma. Et puis on a commencé la cérémonie. Et donc cette phrase, elle est apparue un moment où justement, on va dire que la cérémonie avait commencé, le breuvage était en train d'être actif. Et Jesus, alors ce qui était assez fabuleux aussi, c'est que le chaman s'appelait Jesus, donc ça se lit Jésus en français. Mmh. Oui. C'est pour ça que on pourrait penser que c'est un peu perché le truc, mais moi je trouve que ça a été vraiment plein de symboles, hein, parce que Jésus, c'est pour moi l'énergie christique, hein, c'est l'énergie du cœur, quoi, tout simplement. Hein, c'est pas quelqu'un à mettre sur un piédestal. Mais donc dans cette cérémonie-là, lorsque ça commençait à être actif, Jesus me dit, écoute, sors, si tu sens que tu as besoin de marcher, sors. Donc je suis sorti du temple du Puma, et l'image que j'avais, c'est que j'avais vraiment l'impression d'être en train de marcher à l'intérieur de mon crâne, donc de ma tête, dans le symbole, le mental. Et quand je suis sorti, eh bien, j'avais cette information, mais cette évidence, en fait, qui était, bah, tu vois, Jocelyn, en fait, il n'y a pas de réponse parce qu'il n'y a pas de question. Donc, j'ai envie de mettre 3 points de suspension parce que après, c'est le mental qui a envie de poser des concepts dessus, tu vois.
mais je pense que vraiment cette cérémonie m'a permis de vivre dans ce corps-là un état, en quelque part, de contemplation, un état un peu extatique d'une certaine manière, où effectivement les questions n'avaient pas du tout lieu d'être. Parce que c'est comme si c'était les questions qui empêchaient d'être dans cette perception intense de tout ce qui nous entoure. Mhm. Et tu vois? Et c'était incroyable, c'était incroyable de ressentir cette connexion avec tout, Mhm. parce que quand je dis tout, c'était même le petit brin d'herbe. Alors j'ai encore et toujours cette image persistante d'une toute petite fleur qui avait à quelques pas de mon pied, et c'était incroyable la leçon de cette fleur, tu vois. Bon là c'est pareil, on pose du mental dessus, donc on conceptualise, mais quand je regardais cette fleur, j'avais l'impression qu'elle était d'une beauté, mais tout Mhm. à fait incroyable, et elle était belle parce qu'elle était simple et qu'elle n'avait pas vraiment de prétention à être autre chose, tu vois. Elle était juste là dans sa verticalité, je sais pas, pleine de lumière. Elle rayonnait une forme d'aura en quelque part. Donc c'était voilà fabuleux parce que quand je la regardais, j'avais l'impression en fait que cette énergie que j'orientais vers elle parce que je la regardais, eh bien cette fleur me la renvoyait, tu vois. Et c'était vraiment la manifestation en quelque part d'un échange. On est vraiment en échange subtil, énergétique avec notre environnement. Et Mhm. donc cette expérience m'a permis de le sentir, mais de sentir que ouais, qu'on est vraiment en échange avec tout. Donc juste pour aller un petit peu plus loin là-dessus, quand je sentais en fait ça, tu vois, c'est un petit peu comme un enfant. Un enfant, il est complètement ouvert au monde, tu vois, il est complètement curieux. Et quand il a trouvé quelque chose, il va vers papa et maman et dit ah regarde, j'ai trouvé ça, qu'est-ce que c'est, etc. Et moi, c'était un petit peu dans cet élan où je suis re-rentré dans le temple du Puma, donc pour voir Résus. Et j'avais envie de lui dire, oh là là, mais si tu savais ce qui est en train de m'arriver. Et là, donc je sais pas si c'est passé par le verbe ou par la télépathie, mais il m'a dit, écoute, ressors et dis merci. Et alors là, ça a été incroyable parce que j'ai expérimenté dans un état de sensibilité, on va dire, accru, l'énergie de la gratitude. Donc je suis ressorti en me disant que c'était vraiment une super idée à dire merci. Donc j'ai dit merci dans toutes les langues que je connaissais, hein, bien entendu. Et là, c'est pareil, c'était énorme puisque je sentais en fait que le fait de dire merci, ça me permettait enfin, c'est comme si ça élevait cette fréquence vibratoire. Tu sais, on Mhm. parle souvent d'élever sa fréquence vibratoire, mais là, c'est un état de sensibilité qui fait que la sensation, elle est vraiment d'une intensité assez incroyable, quoi. Donc le fait de dire merci, j'avais vraiment l'impression que ça augmentait cette sensation d'être relié avec tout. Donc il y avait des arbres, il y avait un rocher, il y avait de l'herbe, il y avait tout, même les nuages, même les gouttes de pluie qui tombaient, tu vois. Et ça, c'était quelque chose d'assez incroyable. Le fait de dire merci, ça a intensifié en fait le fait de se sentir relié au tout. Et puis j'avais l'impression aussi que cette fréquence vibratoire qui a augmenté, qui a augmenté, qui a augmenté, bah, à un moment, j'ai commencé à me poser la question à savoir si en augmentant autant, si ça continue à augmenter, est-ce que j'allais pas finalement me désintégrer d'une certaine manière. Tu Ouais. vois, je sentais le truc tellement puissant que je me suis dit, est-ce que je serais pas en train d'aborder la limite de ce qui peut être vécu dans un corps physique si je continue à augmenter cette fréquence. Et là, on sent que le mental est revenu, tu vois, pour poser les questions, pour constater. Donc bon, l'expérience a pris une autre tournure. Mais ça, c'était quand même énorme de pouvoir constater finalement que le mental, on sait que c'est un filtre Mhm. réducteur, hein, Bien sûr. et de voir que à partir du moment où il se met de côté, on a accès finalement à un champ d'information qui est Ouais. énorme, mais qui n'est pas que mental en fait, Ouais. qui est subtil, qui répond à plein de choses, quoi. L'exploration de ce que nous sommes. Une conscience, la conscience. Donc, Ouais, ce sentiment donc de finalement de pouvoir revenir un peu plus à ce que tu es, à ce que nous sommes. Donc un voyage, voilà qui bah, plusieurs voyages, hein. Il y a même tu as même été aussi en Chine où, voilà, tu as pratiqué les arts martiaux internes et externes, hein, le Wing Chun. Donc moi, j'adore aussi les arts martiaux, donc j'ai adoré tous ces passages où tu as même été dans un temple et puis tu as pratiqué pendant des heures et des heures, pendant, je ne sais combien de mois, je me rappelle plus, mais c'était assez long. Tu as participé à une compétition internationale, tu as eu même la médaille de bronze, donc toi-même, tu as été étonné. Donc voilà, bah c'est oui, vraiment l'aventurier, tu sais pas vraiment où tu vas, mais
tu y vas, quoi. Tu es simplement dans le moment présent, à la rencontre de toi-même. Et je sais aussi que tu t'es posé des questions sur quel est le regard même de ta famille en France si toi t'allais explorer tout ça, parce que t'as été aussi en Thaïlande, t'as appris voilà, méditation, yoga, t'es resté dans un temple, tu méditais 9 heures par jour. Ouais. Donc, il y a vraiment eu beaucoup de choses et je sais qu'à travers tous ces voyages, il y a eu tout un tas de compréhension. Donc voilà, là j'ai résumé hein, évidemment il y a plein de voyages, beaucoup de compréhension et puis après tu as quand même t'es revenu aussi en France et puis tu as suivi des formations, on va dire, parce que je pense que tu avais besoin d'avoir une base quelque part. Donc, bon, tu avais comment dire, la formation avec l'énergétique chinoise, tu as appris aussi donc le décodage du sens des maladies, généosociogramme, le projet sens, voice dialogue, bioénergétique quantique, bioanalogie, hypnose spirituelle régressive, géobiologie. Donc voilà, etc., etc. Je dis quand même tout ça pour que toutes les personnes qui nous regardent comprennent un petit peu ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené finalement à développer la kinésiologie intégrative. Donc j'aimerais que tu nous dises un petit peu qu'est-ce que c'est la kinésiologie intégrative et en quoi c'est différent de la kinésiologie classique quelque part. Hmm. Oui, écoute, merci Stéphane. Effectivement, ça peut donner l'impression d'en jeter plein la cour, hein, toutes ces formations. Et c'est pour ça que je préfère que on dise que je suis praticien en kinésiologie, même si je suis Jocelyn Huet et qu'on est bien plus large que ça, quoi. Mais c'est vrai que quand je suis revenu en France, c'est comme si c'était l'opportunité pour moi, après avoir vécu les expériences, de pouvoir conceptualiser tout ça. C'est-à-dire pouvoir en quelque part mentaliser tout ça, sectoriser tout ça et créer une structure. Donc je me suis formé à effectivement plein de pratiques parce que je me posais toujours la question d'en savoir un petit peu plus. Donc l'idée c'était d'ouvrir toujours un petit peu plus le champ pour essayer de comprendre davantage la vie, ses rouages, etc., etc. Donc c'est vraiment lié à un espace de curiosité, tu vois, plutôt qu'à un espace de vouloir avoir des millions d'outils pour absolument répondre à toutes les problématiques qu'on pourrait rencontrer, hein. C'était juste avoir une grille de lecture la plus large possible, histoire de pouvoir accueillir la personne dans ces espaces, euh, enfin de pas réduire le champ de la personne. Donc la kinésiologie intégrative, alors donc c'est un outil que je développe, hein, c'est une forme de méthode. C'est intéressant cette histoire de la kinésiologie, comment elle est venue dans ma vie, parce que en fait la première formation que j'ai suivie, il y avait rien du tout qui indiquait qu'il y aurait la kinésiologie dans cette formation, et pourtant ça s'est avéré être l'outil principal. Et ce que j'ai adoré dans la kinésiologie, c'est que déjà on passe par le corps. Alors moi, par les arts martiaux, etc., etc. J'aime beaucoup cette notion de passer par le corps, parce que je crois que le corps c'est vraiment un temple. C'est le dénominateur commun de toutes les expériences qu'on vit. On sait aujourd'hui que c'est une bibliothèque mémorielle absolument colossale, mais c'est aussi une bibliothèque de potentiel gigantesque également. Donc ça m'a plu pour ces différentes raisons, et puis ça m'a plu aussi parce que en fait c'est quand on fait de la kinésiologie, on dépasse l'espace mental. Tu vois, on n'est pas dans une psychanalyse ou une psychothérapie que je trouve somme toute très intéressant, hein. Mais on n'est pas dans un espace du mental uniquement. On est dans un espace mental, émotionnel, structurel, physique, énergétique. On est dans un espace conscient, subconscient, inconscient. Et c'est intéressant de pouvoir quitter un peu l'espace du mental, parce que le mental, ou l'ego mental, on va dire que c'est un espace en nous qui aime bien, en quelque part, avoir raison, tu vois. Et moi, ce que je trouve intéressant, finalement, dans la kinésiologie, c'est que ça va nous amener dans des espaces, en fait, qui vont sous-tendre notre perception de la réalité. Donc, peut-être venir, en quelque part, expliquer pourquoi on a envie de prendre telle ou telle direction dans notre vie. Mm. Donc la kinésiologie, voilà, il y a je pense que des kinésiologies, il y en a potentiellement plein de formes. Il faut savoir que c'est une méthode qui existe depuis les années 60. C'est un chiropracteur américain qui a commencé à mettre le doigt dessus. Il s'est aperçu que lorsqu'il manipulait ses patients, en discutant avec eux, lorsqu'ils abordaient un sujet pour lequel c'était facile, fluide, pour lequel leur système avait des réponses pour s'adapter, eh bien il y avait un certain tonus musculaire. Et quand elles abordaient un sujet, un contexte de vie pour lesquels c'était plus difficile, il y avait un relâchement du tonus. Donc de fil en aiguille, il y a plusieurs personnes qui se sont greffées dessus.
et qui ont développé ce concept de la kinésiologie. Donc on s'adresse au corps pour voir dans quel espace en fait il aurait besoin d'aide. Et donc la kinésiologie intégrative, c'est l'outil, c'est la méthode donc que je développe. On reste un peu sur ce même principe d'utiliser le test neuromusculaire, mais je vais surtout passer par les fascias, parce que je pars du principe que les fascias, en fait, c'est vraiment cette part de nous qui est en lien informationnel avec tout ce qu'il y a dans notre corps, et donc qui va nous donner accès directement à la priorité du sujet que la personne pourrait avoir besoin de travailler. Et donc j'ai ouvert le champ de la grille de lecture, parce qu'en fait, on s'aperçoit que quand on questionne le corps, on est face à une forme d'intelligence, mais absolument colossale. Donc si l'idée c'est de ne pas vouloir enfermer le corps dans un protocole, mais plutôt de lui proposer une grille de lecture la plus large possible, de telle manière à ce qu'il puisse dire, ben regarde, moi j'ai besoin d'un petit coup de main ici, quoi. Mmh. Donc je me suis formé en bioénergie, en voice dialogue, etc., tout simplement parce que cette grille de lecture ne semblait pas être contenue dans la proposition de la kinésiologie. Ouais. Et moi je trouvais ça dommage finalement de ne pas être ouvert à ces différents espaces, étant donné que le corps, lui, ne se pose pas la question de s'ouvrir ou pas. Il y est dans tous Mais ces oui. espaces, tu vois. Ouais. Donc voilà, l'idée c'était ça. Et donc voilà, de travailler en passant par les fascias pour accéder vraiment à la partie la plus sensible, la plus vulnérable. Et puis ensuite se laisser guider par le corps pour voir quelle est l'histoire qu'il est en train de nous raconter, quels sont les espaces dans lesquels il y a besoin un petit peu d'aller libérer des tensions d'une certaine manière, de telle manière à ce qu'on puisse revenir dans notre propre référentiel, quoi. Parce que je Mmh. crois que c'est quelque chose qui est super important. J'utilise assez régulièrement cette notion de vérité personnelle, et je crois que c'est super important en fait de pouvoir vivre une vie en posant des choix en conscience, et non plus de subir des mécanismes inconscients qui Mmh. tendaient à satisfaire l'extérieur d'une certaine manière, tu vois. Oui. Et là, on tombe dans la notion de conditionnement, de programme inconscient, etc., quoi. Je pense que c'est ce que tu as pu réaliser, à travers, tous ces voyages internes et externes. Et d'ailleurs, donc voilà, encore une fois, c'est ce qui, t'a amené aussi aujourd'hui à pouvoir, voilà, transmettre ces informations dans ce livre. Un autre regard sur soi où quelque part, il y a, encore une fois, comme je disais, une forme, tu passes en revue tout un tas de paramètres, d'influences externes, qui pourraient, voilà, qui pourraient, être l'explication de nos symptômes, et de nos différents maux. Et tu as, parlé, notamment des fascias. Je sais que c'est un élément central donc, dans ta méthode. Est-ce que tu voudrais bien nous dire ce que c'est que les fascias et en quoi c'est important de pouvoir, quelque part, décoder, le message, heu, des fascias pour nos diverses problématiques? Mmh. Ben oui, les fascias, c'est quelque chose de super important. Tu sais, je crois qu'on pourrait faire le parallèle avec l'ADN. Tu sais, la science, jusqu'à présent, aimait bien mettre de côté les choses qu'elle ne savait pas expliquer. Donc, dans l'ADN, il y avait des choses qui semblaient ne pas comporter d'informations, tout simplement parce que on n'avait pas vraiment les outils ou la disponibilité ou l'intelligence entre guillemets de pouvoir capter le message. Donc on a mis ça de côté en se disant bon, ça sert à rien. Eh bien les fascias c'est à peu près pareil. Les fascias c'est simple, c'est quelque chose que qu'on a on va dire sous la peau. Tu sais quand on faisait enfin quand quand en chirurgie, en fait, il y avait des interventions chirurgicales. Donc, il y avait une partie où on coupait la peau. Et juste sous la peau, il y a une forme de... Quand on regarde les fascias au microscope, c'est Gimberto qui a mis ça en évidence, en fait. Quand on regarde les fascias au microscope, on a l'impression que c'est une toile d'araignée gélatineuse, tu vois. Et donc, lorsqu'il y avait des incisions de peau, bah, c'était une partie qu'on mettait à la poubelle, considérant un peu comme le junk DNA, que c'était quelque chose qui n'était pas porteur d'informations. Et en fait, on est en train de revenir là-dessus. C'est-à-dire que on s'aperçoit bien que potentiellement que dans les choses qu'on mettait de côté, bah, finalement, il y avait des informations qui étaient super importantes. Donc les fascias, ce qui est leur particularité, donc il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est passé de la poubelle à quelque chose qui nous constitue, qui est tout aussi important qu'un organe. Donc tu vois, c'est pour dire qu'on avait mis quelque chose de côté qui finalement est très important. Et donc les fascias, ils ont la particularité d'être en contact avec absolument tout dans notre corps.
Tu vois, que ce soit les os, que ce soit les organes, les viscères, etc. C'est en contact avec tout dans notre corps. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que notre corps, il est intelligent. C'est-à-dire que nos organes ont des fonctions physiologiques, mais ils ont aussi des fonctions, on va dire, psycho-émotionnelles. En passant par les fascias, on va avoir accès à cette intelligence du corps, l'intelligence des os, mais dans leur dimension psycho-émotionnelle, l'intelligence des organes, l'intelligence des ligaments, l'intelligence du doigt, des ongles, des cheveux, tu vois, des Oui, sourcils, des cils. Ah, c'est assez incroyable, mais en fait, dans notre corps, il y a tout qui, d'une manière symbolique, peut être porteur d'informations. tout est intelligent. Tout est intelligent, Oui. absolument, tout est intelligent. Donc en kinésiologie intégrative, l'idée c'est de se mettre à l'écoute du corps en passant par les fascias, en prenant compte du fait qu'on est vraiment dans un espace de vulnérabilité, on est vraiment sur le cœur en quelque part de la difficulté que la personne rencontre en ce moment. Et puis on se laisse guider, les fascias ils vont nous dire voilà ben c'est à peu près dans cette zone du corps qu'il y a une tension, soit il y a des peurs, soit il y a des charges émotionnelles négatives, soit il y a besoin de c'est au niveau énergétique qu'il y a besoin soit de retirer un petit peu d'énergie, soit d'aider le système à reprendre son cours d'énergie, de telle manière à ce que ça vienne restabiliser le plan mental, émotionnel, physique. Voilà, ça peut être assez varié. Mais en tout cas, ce fascia est au courant de tout. Donc, on va dire qu'en kinésiologie intégrative, on travaille beaucoup avec le fascia et bien entendu avec le cerveau, quoi. Hmm. C'est le cerveau qui va nous dire qui va nous indiquer tout ça. C'est un petit peu comme si c'était le capitaine du navire, le cerveau. Et donc, il est en lien avec le fascia. Et le fascia fournit des informations au cerveau, qui les transcrit. Et nous, avec la grille de lecture, eh bien, on fait en sorte de comprendre au mieux le message et puis d'avoir un panel d'outils suffisamment large de telle manière à ce que le cerveau, la structure, elle puisse nous dire, ben voilà, vu que tu as des outils ici, eh ben, si tu utilises cette façon de faire, tu vas pouvoir m'aider à récupérer mon homéostasie. Hmm. Parce que ce qu'il faut bien rappeler, c'est que l'homéostasie, c'est vraiment la capacité innée du corps à se maintenir en équilibre. Donc quand on parle d'auto-guérison, j'ai envie de dire, c'est presque une forme de pléonasme en fait. C'est forcément le corps qui se guérit lui, tu vois. Donc l'idée, c'est de se mettre à l'écoute du corps et puis de lui proposer des choses qui lui correspondent de telle manière à ce qu'il puisse dire, voilà, grâce à ça, je vais pouvoir reprendre mon homéostasie. Merci beaucoup, je reprends le Ouais. cours de ma vie. Pouvoir s'auto-guérir. Alors, tu as parlé donc des fascias, donc tout un tas d'informations qui sont logées, on va dire, et dans ces fascias et évidemment, quand on parle de ces informations, évidemment, on peut se poser la question, hein, je pense que toutes les personnes qui nous regardent, voilà, j'ai un symptôme, une problématique, mais est-ce que ça vient donc de la mémoire, quelque part de quelque chose qui vient de cette vie? Mais est-ce que ça peut venir d'ailleurs? Donc voilà, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu toute cette histoire de mémoire, mémoire transgénérationnelle, karmique et comment ça peut avoir une influence sur nous aujourd'hui? Peut-être que tu aurais un exemple, par exemple, un exemple à nous partager d'une séance que tu aurais eue. Euh, voilà. Alors, effectivement, les influences, elles peuvent être diverses et variées, hein. Il peut y avoir des influences de vie passée. Alors, est-ce que les vies, elles sont vraiment passées ou est-ce qu'elles sont simultanées? Là, ça, c'est pas un sujet dans lequel j'ai poussé les investigations. Mais voilà, il peut y avoir des résurgences de vie passée, comme des mémoires. Il peut y avoir des mémoires transgénérationnelles, c'est-à-dire une forme de loyauté à un mode de fonctionnement de l'arbre généalogique. Il peut y avoir des mémoires de ce qui a été vécu dans l'intra-utérin au moment de la naissance, voilà, au cours de notre expérience de vie, au cours de... Enfin voilà, ça peut être vraiment divers et varié. Alors là, une expérience, une expérience que j'ai... Alors, je vais en prendre une qui est assez récente, c'était hier. Alors, je trouve ça intéressant parce que c'est un peu l'énergie dans laquelle je suis en ce moment. C'est-à-dire que dans le livre, j'ai parlé de toutes ces influences. Effectivement, ça peut être karmique, transgénérationnel, l'intra-utérin, les expériences de vie, etc. C'est vrai que le karmique, ça fait quelque temps que je ne sais pas pourquoi, c'est comme si c'était quelque chose, d'une certaine manière, qui comptait un petit peu moins dans mon système. Donc hier, il y a une personne avec qui on fait une séance et qui me dit, est-ce que vous pensez pas que ce soit karmique?
Donc là, on n'est pas forcément parti dans cet espace-là, on est plutôt parti dans un autre espace, parce que je pense que dans le karma, il y a plein de choses qui se jouent effectivement, mais il y a quand même énormément de choses qui se jouent depuis notre naissance et depuis l'intra-utérin, même dans le transgénérationnel. Donc hier, on est allé plutôt trouver une mémoire qui s'est instaurée, on va dire, dans les premières années de vie. Tu vois, c'était le profil d'une personne. En fait, hier, il fallait travailler sur son relationnel avec tout un schéma de fonctionnement qui s'est basé sur je me sens insignifiante. Tu vois, c'est-à-dire qu'elle est arrivée l'aînée d'une famille et en fait, très rapidement, il a fallu qu'elle s'occupe des frères et des sœurs. Et donc, c'est comme si, en quelque part, elle n'avait jamais été vue. Donc, elle a avancé dans la vie comme ça, à se vouer corps et âme aux autres et à ne jamais se considérer ou ne jamais être sa priorité. C'est intéressant de voir à quel point c'est allé loin, puisqu'elle a fait une carrière d'infirmière. Alors, c'est un métier qui est fabuleux, mais derrière, souvent, il y a vraiment se mettre à disposition des autres jusqu'à s'en oublier, quoi. Donc, tu vois, dans cette difficulté-là, il peut y avoir effectivement des vies passées, il peut y avoir un schéma transgénérationnel, d'ailleurs, qu'on a un peu vu hier, hein, parce que c'était un peu le profil du mode de fonctionnement de la lignée des femmes, tu vois, dans cette histoire-là. Mais ça nous a ramené à quelque chose de concret, j'ai trouvé. C'est-à-dire un schéma, c'est-à-dire pour m'adapter dans ma famille, comme j'ai été validé comme quelqu'un qui devait se mettre au service de l'autre, eh bien, en quelque part, je me suis un petit peu oublié, quoi, tu vois, dans ma vie. Donc voilà, il peut y avoir des mémoires de tout type. J'avais envie de parler de ça parce que c'était hier, c'est tout frais, et puis c'est peut-être un peu moins spectaculaire que aller dans le karma. Ça arrive des fois qu'il puisse y avoir des mémoires karmiques qui ressortent, hein, effectivement, mais ça revient quand même plus souvent dans le transgénérationnel et dans les premières expériences de vie, parce que c'est important de comprendre que quand on arrive ici dans cette incarnation-là, il y a vraiment des étapes qui sont marquantes. Euh, et il va y avoir la rencontre de l'ovule et du spermatozoïde, donc c'est le moment de la conception. Et en fait, on est en quelque part le résultat de deux patrimoines génétiques, tu vois. Donc c'est vrai qu'il va y avoir des émotions dominantes dans ces patrimoines génétiques-là, des schémas comportementaux qui vont quelque part commencer à influencer notre moi futur. Tu vois, alors que c'est à une échelle où on est encore, on va dire, à une taille quantique, quoi, tu vois. Ouais. Et donc tout ce qui va être vécu dans la partie intra-utérine, ça va être quelque chose aussi qui va nous marquer d'une certaine manière, puisqu'on est en symbiose complète avec la mère. Donc tout ce que la mère va vivre, tout ce qu'elle va ressentir, Ouais. nous, étant en fusion avec elle, on va avoir l'impression que c'est ce que nous vivons nous. Ouais. Et tout ça, ça va constituer vraiment un terrain qui va commencer à teinter les expériences d'une certaine manière, alors qu'on en a encore vécu relativement peu. Donc on va bien voir assez rapidement qu'effectivement l'arbre généalogique va être quelque chose qui va influencer nos expériences de vie et notre façon de nous ressentir et de nous comporter, quoi. Mmh. Donc il y a vraiment plein de moments qui sont super importants. Le moment de la naissance aussi, comment se passe la naissance? Est-ce que ça se passe de façon fluide et facile d'une certaine manière? Est-ce qu'on va venir me chercher pour sortir? Est-ce que est-ce qu'on va provoquer l'accouchement? Est-ce que je vais arriver après terme? Tout ça, tout ça. Mmh. Ça, ce sont des choses qui, on va dire d'une manière symbolique, dans notre psychisme, vont être marquants et vont être opérants dans notre façon d'avancer dans la vie, de faire des choix, de trouver sa place, tu Oui. vois, de se sentir bien dans ses baskets, parce que c'est ça l'idée en fait, hein, se sentir bien dans ses baskets. Donc Ouais. des influences, il y en a vraiment plein, plein, plein. Oui, ça et si au niveau de la naissance, on a eu, une expérience compliquée, même une césarienne, bah, enfin, la mère a une césarienne, forcément, ça va avoir une influence sur nous. Est-ce que, par exemple, on a mis du temps à sortir? Alors, les gens qui mettent du temps à sortir, peut-être qu'ils vont être, régulièrement en retard, à leur rendez-vous dans la vie. Il y a ce genre de choses. Mmh. Oui, effectivement. Après, ça peut venir toucher dans plein d'espaces. Ça peut toucher dans l'espace que tu as cité, Mmh. mais ça veut dire que, en quelque part, pour faire le passage d'une situation à une autre, bah, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Mmh. Tu vois? Pour une transition professionnelle, par exemple, eh ben, c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Parce que finalement, pour mon cerveau,
Pour mon système, la première fois où j'ai franchi un cap dans ma vie, donc un passage de l'intra-utérin à l'extra-utérin, ce qui est quand même pas rien, ben, ça a pris du temps. Et peut-être que si ça a pris du temps, ça a été douloureux, etc., etc. Donc ça va être comme notre première expérience de vie qui va faire que notre cerveau, il va prendre ça en référence. Et à chaque fois qu'il va y avoir une transition dans ma vie, bah, potentiellement que ça va prendre du temps et potentiellement que ça va être douloureux. Hmm. Donc l'idée, c'est justement de faire en sorte que ce programme-là ou que ces programmes-là soient moins actifs pour que ce soit quelque chose qui soit moins opérant dans la vie de la personne, quoi. Oui. Donc à Parce travers que ta quand on pratique. vit des transitions, Eh oui. on a envie que ce soit le plus fluide possible, bien entendu, et le moins douloureux possible. Mais c'est sûr que si on a un cerveau qui se réfère à nos premières expériences pour lesquelles ça a été ça, eh bien, on risque de le perpétuer, quoi. Oui, donc à travers ta pratique, tu peux quelque part décoder ces informations et quelque part les libérer et faire en sorte que on se sente un peu mieux, voilà, même mieux, beaucoup mieux, parce que je dis dans ton livre, de toute façon, il y a des cas, hein, tu donnes un petit peu des retours d'expérience où il y a des gens qui étaient venus avec des problèmes compliqués et grâce à justement à ce que tu as pu mettre en place à travers la séance, eh bien, les gens ont pu se sentir mieux, être libérés de tout un tas de maux. Et Oui. tu nous as parlé donc de, d'influences diverses et variées, notamment intra-utérines, mais aussi les influences qu'on peut appeler, pardon, les progescences. Est-ce que tu voudrais bien nous en parler? Je trouve que c'est intéressant, ce concept de progescence. Ouais, ouais, ben le projet Sens, ben, tu sais, ça reprend un petit peu les étapes que je disais juste avant. Mais pour aller plus loin, euh, le projet Sens, donc là, il faut savoir qu'on est vraiment dans des programmes, dans des conditionnements, donc des choses dont on n'a pas conscience du tout, quoi, hein. Donc ce sont des choses que nous avons héritées. Alors, un exemple du projet Sens, un exemple qui est quand même assez simple et qu'on voit assez souvent, c'est cette notion d'être né dans le genre différent de celui attendu par les parents. C'est-à-dire, les parents, ils veulent en premier enfin, prenons un exemple. Les parents veulent en premier un garçon, et en fait, ils ont une fille. Donc, ils sont pas forcément déçus d'avoir une fille, hein. Bien souvent, que tu as un garçon ou une fille, tu l'aimes. Mais comme dans l'intention, dans l'ambition inconsciente en quelque part, on était attendu comme garçon, eh bien, d'une certaine manière, on va être missionné pour jouer deux rôles. C'est-à-dire qu'il faut répondre à cette intention inconsciente qu'on avait pour nous d'être un garçon, et en même temps, étant une femme, eh ben, il faut vivre notre vie de femme. Tu vois, donc ça peut engendrer des comportements qui sont bah, pas forcément évidents dans un relationnel avec l'homme. Mmh. Tu vois, la femme adulte, elle peut rentrer finalement en compétition avec le conjoint. Euh, voilà, parce que c'est comme si elle devait jouer les deux rôles. Donc ça devient difficile si à l'intérieur je dois être à la fois l'homme et la femme, de garder un homme qui soit à l'extérieur. Tu vois, donc ça peut rendre des couples un peu compliqués. Ou alors, ça peut, donc je dis bien ça peut, parce que tout est potentialité, mais ça peut amener à vivre un couple dans lequel l'homme va avoir en quelque part son féminin peut-être qui est davantage développé. Mais ça, ce sont des choses dont on n'a pas spécialement conscience. Donc, ce sont vraiment des choses qui font office de programme et qui induisent nos comportements. Et la plupart du temps, c'est à notre insu, hein. Donc, c'est vrai que dans les projets sens, il y a ce programme-là qui est un peu à l'échelle des parents, mais il faut savoir qu'on est quand même emprunt des mémoires ancestrales, on va dire. Tu vois, c'est-à-dire comment fonctionnaient les sociétés il y a quelques décennies ou quelques siècles auparavant. Et là, on revient sur des modes de fonctionnement un peu archaïques d'une certaine manière. Donc c'est vrai que ça joue aussi en termes de projet sens, mais à une échelle donc ancestrale. C'est que pour le premier-né d'une famille, c'était intéressant, voire même important, que ce soit un garçon qui naisse. Parce qu'en fait, c'est le garçon qui va transmettre le nom. C'est le garçon qui va pouvoir, on va dire, comment faire perpétuer l'espèce. C'est le garçon qui va pouvoir protéger le village parce qu'il faut des guerriers. C'est le garçon qui va aller à la chasse parce qu'il faut nourrir, etc., etc. Donc il y avait comme
un culte voué au premier de la famille pour qu'il soit un garçon, parce que finalement, il avait en quelque part des responsabilités, quoi. Et donc toutes ces responsabilités, souvent, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi pas mal chez l'aîné de la famille. Mmh. Souvent, ce sont un peu des hyper responsables, ou, tu vois. Mmh. Ou alors, on va dire aux antipodes, hein, parce que imaginons qu'ils aient pas vraiment validé la responsabilité, donc on va dire qu'ils sont peut-être un petit peu plus laxistes, mais c'est comme si cette notion de responsabilité était un point de référence important quand même, Mmh. tu vois. Soit on valide le pro ou l'anti, mais c'est toujours par rapport à ce type d'information. Mmh. Donc oui, le projet Sens, ça joue énormément, et puis voilà, il y a Ouais. il y a plein de façons de rentrer en résonance avec le projet Sens, avec l'arbre généalogique, hein. Ça peut être intéressant d'aller voir quel a été, en quelque part, le rôle des premiers-nés à l'échelle de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Si nous, on est l'aîné de cette famille, on va bien voir en fait qu'il y a comme une forme de lien qui s'est tissé, comme une forme de loyauté en quelque Oui. part. Et parfois, ce sont des loyautés qui, effectivement, ne nous appartiennent pas, vu que ça appartient à une ou deux ou trois ou quatre générations au-dessus. Parce que moi, je sais qu'en séance, je suis rarement allé au-delà de quatre générations, mais dans le dans le comment on appelle ça, le transgénérationnel, la psychogénéalogie, voilà, il remonte jusqu'en septième ou huitième génération. Donc c'est assez colossal. Donc on s'aperçoit bien que des fois, il y a il y a des choses qu'on a besoin de rendre à nos ancêtres, parce qu'aujourd'hui, décidément, ça contribue davantage à nous empêtrer qu'à nous épanouir, quoi. Mmh. Trouver sa place quand il y a des injonctions inconscientes de donner raison au grand-père ou à l'arrière-grand-père, il y a un moment, l'idée c'est de couper avec ça autant qu'il est possible de le faire, quoi. Oui. Donc, bah, grâce à encore une fois, à la kinésiologie intégrative, à ta pratique, à toutes tes connaissances, tu permets de décoder un petit peu tout ça, donc toutes ces mémoires. Mais il se peut que, à travers tout ça, il y ait un autre aspect qui vienne bloquer. Donc il peut y avoir, des blocages à la guérison. Donc, voilà, évidemment, il y a la zone de confort, mais il y a aussi l'auto-sabotage, les bénéfices secondaires, l'inversion psychologique. Est-ce que tu voudrais bien nous dire en quelques mots, ça fait beaucoup, hein, mais nous dire un petit peu, nous parler un petit peu de tout ça, parce que je pense que parmi toutes les personnes qui nous regardent, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui disent: «Oui, moi j'aimerais bien guérir, mais je sais qu'à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui m'auto-sabote et je sais pas Ouais, quoi». Voilà, est-ce que tu ouais, voudrais bien nous parler un petit peu de tout ça? ouais. Ben oui, alors, tu sais quoi? J'ai envie de rebondir un petit peu avec ce qu'on disait juste avant, la notion de loyauté. Parce qu'il faut c'est intéressant de comprendre que des fois, d'une famille à l'autre, enfin d'une génération à l'autre plutôt, le fait d'être malade, c'est comme une forme de lien d'appartenance avec le mode de fonctionnement de la famille. Donc on retombe sur cette notion de loyauté qui aurait besoin de couper. Mais effectivement, il peut y avoir dans un autre espace, comme des freins. Et ça peut être de l'auto-sabotage ou des bénéfices secondaires d'une certaine manière. Parce que c'est vrai que si en fait dans ma lignée familiale, le fait d'être malade, c'est quelque chose qui m'a permis d'avoir une place, d'être considéré, eh bien en fait si je guéris de la maladie, eh ben quelle place je vais avoir? Tu vois? Qui est-ce que je vais être? Qu'est-ce que je vais attirer? Comment je vais pouvoir me définir d'une certaine manière? Donc ça, ce sont des espaces aussi qui peuvent, en quelque part, gêner à ce que la guérison puisse se dire, puisqu'on a comme une forme de bénéfice secondaire à se maintenir dans la maladie. L'auto-sabotage, des fois, c'est que la plupart du temps, enfin, il faut reconnaître quand même que très souvent, on est nos pires juges. C'est-à-dire que on est, on baigne tous plus ou moins dans des croyances qui ont tendance à dire je mérite pas mieux que ce que je vis. Tu vois, je mérite pas d'être aimé, je mérite pas d'être reconnu, je mérite pas de guérir, je mérite pas d'avancer sur une voie dans laquelle je m'épanouis. Des fois, cette notion de mérite, de je mérite pas ça, est tellement puissante que, en fait, on a même du mal à envisager que ça puisse être différent. Mmh. Tu vois? Voilà, donc oui, l'auto-sabotage, c'est super. Les bénéfices secondaires, c'est super important puisque, Oui, les d'une bénéfices certaine secondaires manière, à rester dans un certain état déséquilibré, en fait.
comme à tu dis, rester ouais. dans un certain état, mais surtout dans une réalité qu'on a créée. Mhm. Tu sais, en fait, des fois, les prises de conscience, elles sont pas forcément évidentes, en fait, parce que on vit quand même en ce moment des changements de paradigme qui sont absolument colossaux. Donc, ça veut dire qu'il y a des façons de voir les choses qui, aujourd'hui, nous gênent, voire même sont plus d'actualité. Donc, quand on décide de faire un travail sur soi, d'une certaine manière, on s'aperçoit qu'il y a un système de croyance qui aujourd'hui n'est plus d'actualité. Et des fois, dans ce système de croyance, on s'aperçoit qu'on a construit une vie sur un référentiel qui finalement n'était pas exactement le nôtre, tu vois. Donc, ça peut engager en quelque part une certaine forme de latence à ce que les choses se dénouent, puisqu'on a besoin déjà d'avancer, tu vois, pas à pas, à notre rythme, dans la déconstruction quelque part de ce système de croyance pour pouvoir s'ouvrir à de nouveaux paradigmes et pour pouvoir reconnaître effectivement que le contexte qu'on a créé ne nous convient plus et pour pouvoir ressentir finalement la direction qui va nous convenir le mieux, quoi. Donc effectivement, il y a des autosabotages, il y a les bénéfices secondaires, et puis il y a aussi ce temps en fait qu'on a besoin de s'octroyer, tu vois, parce que des fois on se dit ok j'ai envie de faire un travail sur moi, tout déconstruire, et puis presque on aurait envie de faire le saut quantique, c'est-à-dire j'ai à peine fait le premier pas que je voudrais être arrivé. Mais en fait, il y a un temps quand même de gestation, il y a un temps d'intégration pour qu'on prenne conscience d'eux, et puis pour qu'il y ait vraiment les ressources enfin qu'on se sente connecté à ces ressources auxquelles on va pouvoir faire appel justement pour pouvoir porter un autre regard sur notre réalité, un autre regard sur soi et un autre regard sur comment on va pouvoir, en quelque part, mettre en place les choses pour accéder à une réalité qui soit différente de la nôtre, quoi. Mhm. Parce que des fois, il y a tout un tas de processus qui se sont, voilà, comme ça, mis en place parce qu'on n'est pas complètement prêt, tu vois, à franchir le pas d'actualiser un nouveau système de croyance. Donc ça demande un peu de temps. J'ai un peu dévié, mais Mhm. je voulais préciser cette notion de temps parce que j'en ai parlé aussi un petit peu dans le livre. Je sais que les choses peuvent aller très vite, mais quand ça ne va pas très vite, alors dans ce cas-là, qu'on ne tombe pas forcément dans une forme de résignation à se dire ah ben non, c'est pas pour moi. Non, forcément que si vous êtes engagé sur un chemin, forcément que ça avance, mais à chacun son rythme. Puis des fois, il y a des pas qui mettent un certain temps à être faits, puis des fois le prochain, il va un petit peu plus vite. Mais au moins respecter ce rythme, Mhm. parce que qui est spécifique à tous, quoi. Merci pour tous ces partages, Jocelyn. Si tu avais une pratique, un petit conseil aujourd'hui à nous donner à toutes les personnes qui nous regardent, qu'est-ce que ce serait pour que les personnes puissent aller mieux? Et si tu avais une clé pour la guérison, qu'est-ce que ce serait? Oh bah si j'avais une clé pour la guérison, bah ce serait très simple. Mais alors ça va sembler conceptuel, hein, mais ça va être de s'aimer inconditionnellement. Ça va être de s'aimer inconditionnellement parce que je pense que nous sommes des juges très très durs envers nous-mêmes et que fondamentalement on a oublié de s'aimer. Donc ça c'est une clé, s'aimer. Alors ça, je sais pas comment le dire autrement, mais s'aimer vraiment au travers de tout ce qu'on vit, s'aimer, accepter ce qu'on ressent, voilà, accepter de voir que ben, on vaut pas moins que qui que ce soit d'autre, accepter de voir qu'on est tous en train de cheminer sur notre chemin, accepter de voir que ben on n'est peut-être pas parfait, accepter de voir que quand on capte quelque chose d'une autre personne qui semble être une attaque, eh bien, ça parle peut-être d'une douleur qui est vécue par la personne, et puis ça parle aussi d'une sensibilité à cette attaque qui est actuellement présente en nous. Donc ça parle pas forcément qu'on est mauvais, tu vois, ça parle juste d'un état un peu sensible. Mais Mhm. je dirais que oui, la clé, c'est s'aimer, en fait, hein. Donc, comment on fait pour s'aimer, ça, je ne saurais pas dire. Et juste pour revenir sur la pratique, alors la pratique, je pense qu'il y en a plein, hein. Ça pourrait être des espaces de respiration, des espaces de... Mais vu qu'on parle de s'aimer,
c'était quelque chose qui était dans l'air ce matin. Et c'est quelque chose que j'aime bien, parce que justement le livre s'appelle Un autre regard sur soi. Et je crois que ce livre, c'est un peu ma propre initiation d'une certaine manière, parce qu'il y a plein de choses qui ont été posées, mais je m'aperçois qu'en fait après coup, ça me fait beaucoup cheminer. C'est assez incroyable cette histoire. Mais je pense que l'idée, c'est de porter un autre regard sur soi. Donc pourquoi est-ce que on ne prendrait pas un instant pour s'asseoir sur une chaise, dans un fauteuil, et face à un miroir, et se regarder, mais là, physiquement, basiquement, et se dire, OK, eh bien, aujourd'hui, j'ai envie de me voir comme je ne me suis encore jamais vu. Ça, c'est un exercice que je trouve très, très intéressant, en fait. Parce que je pense que on passe à côté. En fait, notre corps, c'est le dénominateur commun de chaque expérience, mais je pense que très souvent, en fait, on est à côté de nos pompes. Mmh. Tu vois, donc on passe devant des miroirs le matin, on se brosse les dents, Mmh. enfin, on prend un peu soin de soi, mais on prend pas le temps de se regarder. Mmh. Donc cet exercice du miroir, je trouve ça intéressant. Se poser devant l'image de soi et de se dire, alors attends, Jocelyn, comment est-ce que tu ne t'es jamais vu? Laisse un regard neuf te percevoir, laisse un regard neuf te ressentir comme tu ne t'es jamais ressenti jusqu'à présent. Mmh. Et puis à l'issue de l'exercice, ben, pourquoi pas dire tout simplement à ce reflet dans le miroir, eh bien, je t'aime. Ah, merci, merci Jocelyn pour ce message profond. Ah, voilà, message d'amour. Aimez-vous et puis voilà, faites cet exercice du miroir comme l'a proposé Jocelyn. Alors Jocelyn, on peut te retrouver sur ton site kinésiologiemontpellier.com. Il y a t'es présent sur tous les réseaux sociaux, hein. Sur YouTube, là, donc tu as la chaîne Jocelyn Huet, Kinésiologie intégrative, mais il y a aussi la chaîne Énergie Positive Média, où tu proposes des interviews. Et j'ai eu la chance et la joie de pouvoir Ouais, échanger aussi avec toi sur ta chaîne. on peut C'était, ouais, partager. j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs ce moment. Donc allez vous abonner hein, aux chaînes de Jocelyn. Tu es présent aussi sur Instagram, Facebook. Voilà, tu es présent surtout LinkedIn, surtout sur tous les réseaux. Et sur ton site, on peut retrouver tout un tas de ressources, hein. Donc on peut aussi, si on le souhaite, être formé. Donc tu as un espace où on peut voir un petit peu toutes les dates pour pouvoir être formé à cette méthode, la kinésiologie intégrative. Et je le rappelle, il y a aussi donc encore une fois ton livre, Un autre regard sur soi, la méthode inédite pour se découvrir et s'ouvrir à de nouvelles potentialités aux éditions Fred Daniel. Un fabuleux livre où vous allez apprendre beaucoup, hein, parce qu'aujourd'hui on a partagé, je dirais un peu, ça paraît beaucoup peut-être, mais par rapport à ce qu'il y a dans le livre, voilà, vous allez vraiment approfondir tout un tas de sujets, euh, voilà, dans le livre de Jocelyn. Alors les amis, si vous n'êtes pas encore abonné à Gaia Méditation TV, je vous invite à le faire. Cliquez sur la petite cloche pour être informé de toutes nos nouvelles publications. Vous mettez un petit like si cette émission vous a plu. Un partage aussi pour voilà, que l'information se diffuse avec toute votre communauté, vos amis, vos proches. Et puis mettez-nous un petit commentaire en description pour nous dire un petit peu ce que vous avez pensé des partages de Jocelyn aujourd'hui. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les poser. Alors Jocelyn, eh bien, merci du fond du cœur pour tous ces partages. Euh, voilà, le voyage de l'aventurier avec Ouais. voilà cette concrétisation avec ce livre. Mais je pense qu'il y en aura d'autres parce que quand je vois, on va dire, ce qui est évoqué dans la fin du livre, on sent que ça tend vers une ouverture vers autre chose, hein. Alors, on comprend on l'a évoqué, nous sommes des êtres multidimensionnels. Tu parles d'univers de métaphysique. Je pense qu'on va évoluer par là, j'imagine, vers dans de prochains ouvrages. Merci du fond du cœur une fois de plus, Jocelyn. Et puis, ben, je te laisse le mot de la fin pour conclure. Bah, écoute Stéphane, c'est moi qui te remercie de m'avoir accueilli sur Gaia Méditation TV. Je voudrais saluer aussi tous ceux qu'on ne voit pas forcément pendant l'émission, mais qui sont bien présents là dans l'énergie, c'est-à-dire les autres frères. Donc je vais pas les nommer pour peur d'en oublier, mais je voudrais quand même citer Sylvain que j'ai aperçu tout à l'heure, Romain bien entendu qui est aussi venu sur Énergie Positive Média. Et puis voilà. Enfin, merci les frères, merci Gaia Méditation TV, merci pour ce que vous faites. C'est quand même assez génial ce que vous faites. Donc, effectivement, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Et puis, s'il devait y avoir un mot de la fin, bah, je sais pas, j'ai pas spécialement envie de broder, mais
Je pense que cette notion d'essayer de se voir comme on ne s'est jamais vu et de se dire je t'aime tous les jours, tu vois, essayer de le dire avec le cœur, essayer de le vibrer, bah c'est déjà gigantesque, je crois. Donc aimons-nous nous-mêmes. Et voilà, je pense que ça répond vraiment à une forme d'intelligence biologique, parce que je crois que quand on se dit à soi-même je t'aime, tu vois, dans un espace au-delà du mental, on sent qu'il y a le corps qui rentre dans une forme de jouissance, quoi. Comme si les cellules, elles disaient, bon, c'est cool, il est en train de se réveiller. Voilà. Merci Stéphane, merci à tous.